Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine où on va regarder ensemble les énergies planétaires de la semaine. Donc essentiellement la pleine lune en taureau conjointe à Uranus, qui est une promesse, on pourrait dire, d'inattendue, même si bien sûr vous me connaissez, je nuance toujours le propos. Les révélations uraniennes ou son lot d'imprévisibles, d'inattendus, de chaos peuvent aussi s'effectuer à l'intérieur de nous. Donc c'est ce qu'on ira voir aussi dans le symbolisme. Mais on commence, enfin, c'est même pas qu'on commence, mais toute la semaine, il y a des énergies qui sont en contraste avec cela, puisque on a Vénus qui rentre en Capricorne lundi, on a ensuite Mercure carré Saturne et Saturne qui redevient direct. Donc vous voyez qu'il y a une prédominance de Saturne. Pourquoi? Parce que Vénus est dans le domicile céleste de Saturne en étant en Capricorne. Et lorsqu'on est en lien avec l'énergie planétaire de Saturne, Saturne pendant très longtemps a été la frontière de notre système solaire, puisque c'était la seule planète, la dernière planète visible à l'œil nu. Donc elle symbolisait cette limite. Elle était aussi associée, parce qu'elle était froide et sèche, donc dans certaines traditions, elle était vraiment liée à la décrépitude, à la fin des choses, au cycle. Moi, j'aime beaucoup cette idée de Saturne comme étant, je crois que c'est d'André Barbeau, la faux cosmique ou la faucille, qui vient faucher, qui vient terminer les choses. Mais on est sur une énergie qui va symboliser la droiture, surtout en poisson, le silence, le retour à soi. Et vous avez dans sa danse planétaire Uranus qui, lui, pour le coup, symbolise l'irrévérence, le besoin de ne se plier à aucune règle, de trouver, j'allais dire, cet endroit en nous différent, uni, génial, qui veut s'affranchir, qui a soif d'une liberté, qui est un idéal. Donc voilà, c'était un petit peu pour poser les énergies de la semaine qui sont quand même tout en contraste, même si elles ne sont pas, contrairement si vous vous rappelez, c'était en 2021-2022, on avait eu ces carrés Saturne-Uranus où là, il y avait eu vraiment cette tension entre tout est possible et restriction. Donc, on va commencer par Vénus en Capricorne. Donc, Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui est dans le domicile céleste de Saturne. Pour la tradition, elle n'a pas de dignité majeure, dans le sens elle est ni exaltée ni en chute. Donc, même si intuitivement, souvent, Vénus et le Capricorne, on a cette intuition que Vénus qui est liée au taureau, dans la sensualité, à la balance, dans ce besoin relationnel et d'air. Dans le signe du Capricorne, Saturne, elle est plus amenée à revisiter, on pourrait dire, le principe érotique à l'intérieur. Et quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est qu'est-ce que Vénus érotise? Donc, qu'est-ce que Vénus érotise en Capricorne? Le silence, l'engagement, la responsabilité, la droiture, l'intégrité. Alors, bien sûr, il y a toujours une ombre. C'était quelque chose que j'avais entendu parfois chez les Américains, cette idée que Vénus en Capricorne, elle symbolisait le Dark Eros. hein. Vous savez, il y a toute cette... des fois, ces mythes associés au Capricorne, qu'on associe au dieu Pan, qu'on associe à la carte du diable dans le tarot. Ce côté plus obscur du Capricorne qui vient aussi, sans doute, d'une des ombres du Capricorne, qui est pour son ascension dans la lumière, qui va se transformer en une ambition dévorante, et Vénus, qui reste un signe lié aux valeurs. Peut-être que dans l'ombre, Vénus en Capricorne peut corrompre, en tout cas, certaines valeurs pour arriver à ses fins. Et donc, il y aurait une ambition cachée qui pourrait aussi devenir très sec. Il y a cette idée que Vénus en Capricorne peut s'assécher si elle se rappelle, et ça c'est toujours cette idée qu'en astrologie tout est axe, on reprend ce grand principe de polarité, si elle ne se nourrit pas du cancer, c'est-à-dire des eaux de l'intime, de cette vulnérabilité, elle peut en effet avoir des talents pour acquérir ces valeurs, pour vraiment s'engager, se discipliner, régler les relations, régler sa créativité, discipliner, mais elle se coupe de l'eau du cancer, qui est vraiment cette vie intérieure, ce monde psychique, ce monde de l'image. Par contre, c'est vrai que Vénus en Capricorne peut nous permettre
Et on utilise surtout, et on va voir, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec Saturne qui redevient direct vendredi, donc qui nous permet quelque chose de très difficile qu'il a à faire, Saturne, dans le poisson, c'est structurer cet invisible, mettre une discipline, mettre un squelette. hein. Donc, je trouve que ça peut nous permettre vraiment d'être à l'écoute euh, de certaines de nos aspirations. Vénus, c'est désirer, c'est se reconnecter à cet astre perdu qui nous permet de donner du sens à nos vies. Bah là, avec toute la présence, je trouve, de Saturne cette semaine, et on verra que même si Uranus peut en apparence paraître un peu opposé parce qu'il vient nous chaotiser, nous stresser, nous donner un sentiment d'urgence, euh, ça va sans doute nous permettre d'arracher les racines de mémoire ancienne qui nous tenaient et qui ne nous permettaient pas, pour reprendre la métaphore très capricorne, très saturnienne, de redresser nos troncs et de nous déployer. Donc, moi, je dis toujours, si on consolide Saturne, ça permet d'avoir une posture et ensuite votre feuillage uranien peut toucher les étoiles, aller dans tous les sens, danser, mais il sait vraiment profondément qu'il a une autorité personnelle qui lui vient de lui-même. Et c'est vrai que en Capricorne, bah, on peut nous permettre aussi une forme de maturité, on pourrait dire. Vénus en Capricorne, c'est l'étape, vous savez, de The Crown, de la sage-femme, de la grand-mère, de la abuelita, peu importe l'image que vous voulez utiliser ou qui résonne le plus à l'intérieur de vous. C'est la magie de l'astrologie, c'est qu'on a devant nous un, un accès au monde de l'imaginaire et ça nous permet de nous reconnecter avec, je pense, qui était vraiment les origines à ces temps anciens, un miroir du cosmos qui nous reflétait à l'intérieur, hein, et donc un accès à une sorte de poétique des étoiles. La Vénus en Capricorne, dans cette poétique des étoiles, c'est une Vénus euh, qui est réflexive, donc ça peut être aussi cette réflexivité du Capricorne. On est quand même dans une énergie yin, de terre, intériorisée, hein, et qui va nous permettre d'agir justement depuis euh, la régence, en tout cas le domicile céleste qu'elle visite. hein. Le domicile céleste du Capricorne est relié à Saturne. Saturne est en Poisson. Et Saturne en Poisson, même si il a eu des conséquences dans son expression d'ombre, je pense, désastreuse, dans ce qu'on a pu voir, dans cette absence de frontières, de limites, de règles, de chaos, de flou, où les mondes, ou même au niveau on ne sait plus, tout est dissolu. Il y a plus il semblerait ne plus y avoir cette beauté de Saturne qui est moi, ce qui me fait penser par rapport à Saturne toujours, c'est que vous retrouvez que Saturne était le régent de l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'était un temps où la Terre était très fertile et chacun avait tellement, c'est comme ça que j'interprète, je dis pas que c'est la vérité, que chacun avait tellement intégré Saturne qu'on n'avait plus besoin de structure et de règles à l'extérieur. hein. Donc Vénus en Capricorne, ça peut nous demander cette maturité, cette sagesse par rapport à ce qu'on désire, hein, par rapport à nos aspirations, qu'elles soient romantiques, qu'elles soient érotiques, qu'elles soient créative, cet élan vénusien qui nous donne cette joie euh, est teinté, je trouve, en Capricorne, vous savez, d'une joie qui n'est pas forcément sévère, ça pourrait être l'ombre, cette rigidité où on voudrait, voilà, tout est rigide. Non, non, là, je pense que dans la beauté de l'expression archétypale d'une Vénus en Capricorne, c'est la joie tranquille, c'est la joie confiante, c'est la joie qui a apprivoisé le temps, qui ne brûle plus les étapes, qui justement, parce que je pense que c'était le grand enseignement de Saturne en Poisson, nous reconnecte à ce temps cosmique où, dans notre temps humain, des fois, on a une temporalité qui nous dépasse, où j'imagine que cette période de l'histoire, pour beaucoup d'entre nous, ne fait pas sens, mais elle fait peut-être sens dans cette grande transition aussi à l'échelle cosmique. Donc voilà, donc reconnectons avec euh, la lanterne, parce que souvent le Capricorne est lié aussi à l'image de l'ermite. Là, c'est vraiment une Vénus qui peut s'éclairer de l'intérieur pour justement pouvoir tisser
des engagements relationnels, mais qui ne viennent plus d'un besoin d'être en lien, mais qui viennent d'un ciment profond, j'allais dire, où on s'est reconnu, où Saturne, on a l'impression que justement le temps il y a eu ces synchronicités ou ces accélérations du temps qui nous a réunis. Alors, bien sûr, il y a des défis. Pourquoi? Parce que Vénus rentre en Capricorne euh, et Mercure en Sagittaire est en carré à Saturne. Donc, vous savez que Mercure va rétrograder dans le signe du Sagittaire à la fin du mois, ce qui veut dire que ce carré à Saturne va encore avoir lieu le 7 décembre et le 27 décembre. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la tension, si cet aspect va se manifester, bien sûr, ça dépend de notre thème, toujours, hein, de notre sensibilité, de notre affinité à Saturne, de notre affinité à Uranus dans notre thème de naissance. Mais alors, pour reprendre et revenir à ce Mercure carré Saturne, on a Mercure, le fripon divin, le trickster, celui qui aime jouer, qui d'habitude aime apprendre, aime le mouvement. Alors déjà, il est en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le domicile céleste de Jupiter, hein, donc il est toujours en phase dans le thema mundi, qui était le thème du monde en astrologie hellénistique. Il est ce qu'on appelle en exil. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas chez lui, hein. Il est dans un signe où il est obligé de trouver une direction, où il est obligé de synthétiser sa pensée. Alors, on sait que Jupiter est en Gémeaux, donc il y a une sorte de clin d'œil où l'un est chez l'autre. Donc, Jupiter se stimule et veut pas non plus être dans un dogmatisme. Mais Mercure en Sagittaire, il y a quand même un besoin d'assimiler la connaissance, de faire l'expérience. Et dans le carré à Saturne, alors, il y a deux choses. Vous avez Mercure en Sagittaire, ça pourrait être cet élan d'apprendre quelque chose. On va prendre l'exemple de l'astrologie. Donc, on y va avec toute la joie de Mercure en Sagittaire. Quand on rencontre Saturne, on peut se rendre compte que c'est un petit peu compliqué, que dans un premier temps, on ne comprend pas tout, hein. Mais ça, je le disais aussi aux personnes avec qui j'ai la joie de transmettre les cours. Et d'ailleurs, il faut toujours que je vous fasse cette vidéo pour le mois de janvier, puisque ça recommence, mais si vous sentez juste, on peut en discuter par téléphone. C'était, au début, on comprend rien. Il faut se l'avouer, personne n'ose se le dire, on a l'impression qu'on sait beaucoup, mais dans un premier temps, ça fait pas sens. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les livres, au début, on lit des livres et ça rentre pas, hein. Il y avait vraiment une dimension orale, je pense, dans la transmission de l'astrologie. Donc là, on a un cas de Mercure carré Saturne. Vous avez l'emballement de l'apprentissage et Saturne, qui est le principe de réalité. Surtout en Poisson, on se dit, je ne comprends rien, mais quelle serait la beauté malgré tout du carré à Saturne? Ce serait que Saturne va nous demander, moi j'aime beaucoup, vous m'entendez souvent le dire, Saturne, il va nous demander de répondre. Donc, Saturne en Poisson, ça pourrait être dans ces temps de silence, dans ces temps, j'ai senti un appel. L'appel d'approfondir quelque chose, l'appel d'un voyage, l'appel d'expérimenter avec Mercure en Sagittaire une connaissance que souvent, vous avez, c'est dans mes premières, moi je me rappelle, cours d'astrologie, on vous parlait souvent du Gémeaux comme étant le mental plus qui papillonnait, plus inférieur entre guillemets, et le Sagittaire, le mental supérieur, hein, c'est-à-dire higher realms, la connaissance des euh, des lois divines, des lois cosmiques, qu'on va souvent aussi parfois lier un petit peu au chamanisme. Donc Saturne, vous avez eu cet appel pendant Saturne, Saturne, il va toujours nous coûter quelque chose, hein. Saturne va demander un effort, il va demander une structure, il va demander à ce Mercure en Sagittaire qui se disait, ou si vous avez envie d'aller par exemple au Guatemala, c'est super sympa le Guatemala, et vous vous rencontrez aux routes, aux gens qui vous répondent pas, aux emails, voilà. Donc, euh, ça peut être tout cet emballement et Saturne, il y a un principe de réalité, mais avec cette idée qu'on est obligé d'y répondre, qu'il y a un engagement justement en lien avec ce Mercure en Sagittaire qui a cette soif d'apprendre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Saturne, jusqu'à la fin de l'année, peut nous mettre au défi de nous y engager, de structurer, de faire du temps. Et aussi, alors je sais qu'on est entre le Poisson et le Sagittaire, en plus on est entre deux signes régis par Jupiter. Le Jupiter du Sagittaire, vous avez
la conscience de la vérité, la conscience philosophique. On pourrait imaginer le Jupiter du Poisson comme étant les vérités pré-rationnelles, beaucoup plus animistes, qu'on retrouve aussi dans l'astrologie ancienne, mais qu'on a beaucoup perdu, qui était de cette vision mytho-poétique du cosmos avec laquelle on se relie. Donc là, vous avez aussi quelque part, ce que je veux dire, c'est que ça reste des signes qui parlent pas forcément, même si Saturne est un principe de matérialisation. Dans le Poisson, on matérialise quelque chose, mais qui reste toujours ou qui a une tonalité justement du monde qui appartient plus au monde des symboles, au monde des archétypes, au monde de ce qu'on ne voit pas, hein. Ça peut aussi, donc, ça peut nous demander cet engagement, cette responsabilité. Et enfin, Mercure en Sagittaire, il y a quand même ce besoin de métaboliser, hein, des vérités. Et avec Saturne en Poisson, on peut se retrouver aussi face à une limite, qui est la limite du mystère du cosmos. Moi, je dis toujours en astrologie, on compose avec du Poisson, de la maison 12, du Neptune. Il y a un mystère, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'idée que l'astrologie est un langage symbolique et pas de signifiant. Parce que lorsqu'il y a un symbole, il y a une partie qui est mystérieuse. Comment vous allez recevoir euh, les symboles que je tisse? Il y a toute une partie qui répond à autre chose, hein. Donc, on peut aussi composer avec. Alors, c'est sûr que ça annonce aussi un Mercure rétrograde qui va nous exiger de revoir nos grandes vérités, nos grandes croyances, notre rapport aussi peut-être à certaines autorités spirituelles, hein. Saturne en Poisson, ça peut être aussi certaines personnes, hein, qui ont l'autorité de comment on voit le cosmos, hein. Euh, mais ça peut nous demander aussi, moi je trouve, de prendre autorité, hein. Saturne, c'est une planète, vous savez, qui va nous demander de répondre de nous, mais avec cette autorité, de valider peut-être nos connaissances, de nous dire, bah, il est temps, j'ai appris tout ça, en Sagittaire, je le synthétise. Avec Saturne en Poisson, je sens la responsabilité de l'invisible, d'oser, peut-être à la fin de Mercure rétrograde, peut-être à la fin de Mercure, de Mars rétrograde, peut-être à la fin de Vénus rétrograde. En fait, on ne vous a pas dit, mais 2025 commence vraiment en avril. Non, je rigole. Parce qu'il y a beaucoup de rétrogrades, mais attention, je fais attention à ce que je dis, je veux pas que quelqu'un le prenne en pied de la lettre. Mais voilà, il y a cette idée de réviser, de revoir, de réfléchir. Tous ceux qui ont peur de Mercure rétrograde, euh, revoyez peut-être, bah justement, revoyez toute la beauté ou le symbolisme de tous les mots qui commencent par réviser, revoir, réfléchir, euh, réajuster. Donc, et vous en trouverez une beauté philosophique. C'est le but de Mercure en Sagittaire. C'est que cette vérité, en plus mise au carré de Saturne, accouche depuis nous-mêmes. Voilà, je parlais beaucoup finalement là-dessus. On a ensuite Saturne qui va redevenir direct, hein. Donc, ça, Saturne qui va redevenir direct, c'est tout simplement que, justement, pendant les mois, environ 6 mois où il était, un peu moins peut-être, il était rétrograde, on est allé beaucoup chercher la structure à l'intérieur, la responsabilité à l'intérieur. Donc, voilà, là, il y a cette euh, maturité de Saturne qui va demander d'agir. Alors, d'agir, on sait que Mars, ça va être rétrograde et Mercure rétrograde. En tout cas, de se positionner, de repositionner peut-être notre rapport à ce qui a pu être incubé, notre rapport au silence. Alors, souvent, on verra si, moi je sais que les périodes souvent de Saturne rétrograde, c'est beaucoup aussi des périodes de retour à soi, de solitude, où on a envie d'aller à l'intérieur, hein. Peut-être que Saturne direct en Poisson, on aura envie, là où est le Poisson dans notre thème, de nous réengager différemment avec une sorte de maturité qu'on a acquis. Et enfin, on arrive à notre pleine lune en taureau, à 24 degrés du taureau, qui est d'ailleurs le degré de ma lune en taureau, hein, voilà, je vais vous donner une info, conjoint à Uranus. Alors, Uranus est en taureau depuis 2018. Uranus en taureau, il est venu chambouler déjà notre rapport à tout ce qui était de l'ordre du taureau. Imaginez, il y a, moi j'aime bien penser comme ça. Pour ceux qui aiment l'astrologie, je vais vous décortiquer des fois ma manière de réfléchir aux planètes. Dans le taureau, on est dans un signe
de la coupe. Moi, j'aime bien voir cette idée du calice, hein, regardez le glyphe du taureau, dans ce qu'il dépose. Lors d'une pleine lune, on travaille l'axe scorpion-taureau. Dans le scorpion, vous êtes dans tout ce qui est invisible, dans l'impermanence des choses, dans la mort, dans la destruction. Et dans le taureau, vous êtes dans les formes du vivant qui nous soutiennent. Hein. Pour que l'axe soit harmonieux, qu'on va consolider en taureau, si on sait qu'il est habité de l'impermanence du scorpion, c'est-à-dire la conscience que toute chose termine, on va accepter, c'est même pas accepter, on va profiter vraiment. Le taureau est régi par Vénus, de la beauté, des belles choses, des arbres, euh, de la beauté, de l'éphémère. Mais regardez, que ce soit un coucher de soleil ou moi, mon volcan, que je me lasse pas de voir être actif, il y a cette idée qu'on va profiter, mais on sait que c'est impermanent, hein, même si c'est des choses qui peuvent. On est aussi dans un axe beaucoup de la cyclicité. Hmm. Donc, dans le taureau, l'ombre du taureau, ça va être tout ce qu'on va créer en termes de sécurité matérielle, de valeur, d'attachement relationnel, tout ce qui est connu et nous sécurise dans la forme. Hein. Bon, on sait aussi que l'incarnation n'est pas forcément facile pour, je trouve. Donc forcément, le taureau, ça va être ces soupapes de sécurité où on se dit, là, c'est concret. Certains le voyaient un petit peu comme Saint Thomas. Hein. Il y a une réalité parce que je la vois, parce que je peux la toucher, parce que je peux rentrer en contact sensible. Quand vous avez Uranus dans ce signe, Uranus, c'est vraiment le grand chaos, hein, on va le dire comme ça, le grand agitateur qui veut nous arracher, et je dis nous arracher parce qu'il peut le faire de manière très chaotique, nous arracher à toutes ces sécurités obsolètes du taureau. Hein. Il y a quelque chose qui est assez beau dans les mythes. D'ailleurs, il y avait cette idée que Gaïa, qui était la Terre, était fatiguée qu'Uranos vienne s'engendrer avec elle et l'ensemence. Hein. Vous savez, le taureau, quand même, on veut être tranquille. Hein. Et Uranos, pardon, Uranus, je me trompe de langue, il vient agiter la tranquillité du taureau. On se disait, mais on voudrait une stabilité économique. On voudrait une stabilité, on voudrait juste profiter de la vie. Et vous avez Uranus qui, alors, a aussi beaucoup créé la façon dont on consomme, qui est venu beaucoup chambouler notre rapport à la Terre, notre rapport au vivant, toutes les catastrophes aussi écologiques. On peut, le système monétaire, le système de valeurs. Uranus en taureau, il vient révolutionner notre rapport à tout ça. Mais profondément, ce qu'il vient faire en taureau et surtout en pleine lune avec le scorpion en face, il vient mettre déjà un petit peu du détachement, hein, c'est-à-dire que là où on peut avoir un attachement excessif au taureau à ce qu'on connaît, que ce soit une relation, hein, quand on découvre que pour ceux qui ont des lunes en taureau, on peut rester trop longtemps dans une relation parce qu'on connaît cette relation. Hein. Donc tout ce qui nous sécurise en termes économiques, de possession, de valeur, d'attachement, de fixité. Hein. Euh, Uranus conjoint à la Lune en taureau, il vient nous demander il peut nous donner aussi cette sensation qu'il arrache nos sécurités, hein, d'une manière inattendue. Bon, j'espère qu'il va pas faire trembler ici la Terre, mais il y a un peu cette image, il vient faire trembler nos fondations, mais surtout, il vient, je trouve, profondément, en tout cas en termes individuels, nous demander de trouver une autonomie, vous savez, cette liberté à l'intérieur, cette sorte de confiance, que ce soit dans notre corps, dans notre sécurité. Moi, j'ai souvent dialogué intimement avec le taureau, peut-être parce que j'ai trop de planètes en taureau, ou fils, avec cette idée que c'était le signe de la grande déesse et que si on se sentait soutenu par la coupe du taureau, mais qu'on la trouvait en nous, du coup, c'était plus facile justement de bouger, de se défaire de ce qui nous sécurise et de prendre des risques. Hein. Donc, il y a aussi le scorpion en face. Donc là, on est aussi sur une pleine lune qui vient nous permettre de libérer des mémoires d'attachement. Alors, je vais vous donner une petite clé que j'ai vue. Vénus, qui régit la lune en taureau, est en carré au nœud et les nœuds sont toujours dans l'axe bélier-balance, enfin balance-bélier. Donc, il y a peut-être quand même une tonalité plus particulière en lien aussi avec certaines relations. Hein. Tout d'un coup, soit de les voir différemment. Alors, attention, Uranus ne veut pas forcément dire que tout le monde va dire, je ne vais pas dire le mot en anglais, mais vous voyez ce que je veux dire, de virer ces relations-là.
mais ça peut être vraiment un autre regard, hein. Uranus, c'est le logos qui nous permet de monter et de se dire, mais si je regarde les choses depuis plus haut, je ne vois pas du tout les choses de la même façon, hein. Donc, il peut y avoir aussi la dimension uranienne, c'est un point de vue différent sur ce qui nous sécurise, sur une relation, sur des attachements, sur notre rapport à la terre, sur notre rapport au vivant, sur notre envie de reconnecter à la nature, de nous reconnecter avec justement cette idée cyclique, hein. Euh, voilà. Seulement, Uranus, il va venir souvent stresser tout ce qui était noué. Donc, en effet, si on avait des nœuds taureaux de fixité, Uranus, il les explose, il les explose, il les explose. Vous savez, c'est comme si il faisait un scan corporel et donc, en effet, on peut avoir un sentiment d'urgence, un sentiment d'agitation, un sentiment de nervosité, l'envie de tout envoyer balader, hein. Ça, on est totalement dans le champ lexical d'Uranus. Mais Uranus, en profondeur, il vient nous libérer à l'intérieur, nous permettre une autonomie, nous permettre peut-être de profiter pleinement d'une sorte de coupe à l'intérieur de nous qui va nous permettre de nous déposséder ou d'accepter de laisser partir ces fausses sécurités, ces relations, cette manière de gagner de l'argent, cette manière. Il vient ensemencer, et là, je me dis peut-être, c'était Uranus en taureau, il peut se réconcilier avec Gaïa. Donc, Uranus, il y a aussi cette idée du visionnaire, hein. Dans le taureau, vous êtes dans un signe très fertile. Donc, il y a aussi ensemencer la vision, nourrir la beauté, nourrir notre créativité. Et on a vu en plus que tous les transits de cette semaine en lien avec Saturne peuvent nous préparer à ça. Ils peuvent nous préparer à recevoir l'inspiration. Vous savez, c'est dans le... Parce que sinon, ce serait un peu cette idée que avec Saturne, j'ai acquis une forme de sagesse, de maturité, rien ne me perturbe. Et voilà, Uranus, c'est le test. Vous sortez de votre temple intérieur où tout va bien et Uranus, il chaotise. Et c'est comment vous répondez. Bah, peut-être vous y répondez mieux parce qu'il y a la structure de Saturne qui a été à l'intérieur. Et surtout, ce que permet Uranus, c'est la vision créative innovante. Et moi, ce que j'aime beaucoup quand même aussi, cette planète, parce qu'il y a un côté aussi de détachement de se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui nous oblige à nous préoccuper autant, je sais pas comment expliquer, j'ai les mots qui viennent dans une autre langue dans ma tête, donc c'est un peu mélangé. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'un détachement qui vous permet de tout envoyer balader, mais d'une manière pas qui est la fuite, hein, ça ce serait aussi, hein, Uranus-Lune avec, je vous l'ai pas dit aussi, hein, opposé au Scorpion, il pourrait y avoir je me déconnecte complètement, je ne veux rien savoir de toutes les émotions, de tout ça, hein. Mais Uranus, en prenant de la hauteur, il nous permet que les choses nous glissent. Et dans cette manière de nous glisser, ça vient consolider notre vision et être au service vraiment, moi, de cette idée que je trouve vraiment liée à Uranus. Vous traverserez ce monde sans y appartenir. Donc, ça ne veut pas dire être, ne plus être concerné, mais c'est une manière quand même de glisser, surtout dans l'axe scorpion-taureau, où vous êtes mis face à des cycles ou des choses ou des situations qui, par loi de la vie, se transforment et tout meurt et rien n'est permanent. Donc voilà, donc j'espère que ça a été. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle pleine lune aussi. Donc comme toujours, je dois vous faire les vidéos. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour des consultations et même à me demander des créneaux plus tôt. Je vous souhaite une belle semaine.